Le crépitement de la pluie contre les vitres de la berline de luxe rythmait le silence. Assis sur le cuir souple d'une Mercedes classe S. J'étais immobile à un carrefour parisien. Noyé dans la nuit. Les néons des enseignes se reflétaient sur mon visage impassible. Visible dans le rétroviseur. Mon regard errait sans but à travers le rideau d'eau. Sous l'auvent d'un vieil immeuble haussmannien, j'aperçus la silhouette d'un homme. Recroquevillé sur lui-même. Ses vêtements étaient usés. Déchirés. Souillés. De longs cheveux sales et trempés masquaient un visage émacié et sombre. Il tremblait de froid. Une bouteille de vin bon marché posée à ses côtés. Même si son apparence avait changé au point d'être méconnaissable. Je l'ai reconnu. Antoine. Mon ex-mari. Ses yeux étaient vides. Absents. Mais au moment où ma voiture a commencé à avancer, son regard s'est accroché au mien. Un mélange de confusion, de douleur et d'une haine si intense qu'elle semblait vouloir me réduire en cendres. Il serra les poings. Ses lèvres bougèrent comme pour hurler une insulte. Mais le son fut étouffé par les klaxons et le bruit de la pluie. J'ai détourné le visage. Je ne ressentais ni satisfaction, ni pitié. Juste un vide glacial qui me serrait le cœur. Le feu passa au vert. La voiture glissa doucement sur l'asphalte, laissant son image derrière moi, avalée par la pluie et l'obscurité de Paris. 6 mois plus tôt. Rien de tout cela n'existait. 6 mois plus tôt. J'étais encore Élodie Fontaine, la femme que tout le monde enviait. Ce soir-là aussi, une pluie fine tombait sur Paris. Mais c'était une pluie rafraîchissante. Pas une pluie qui transperçait les os. J'étais assise dans un canapé en cuir italien dans notre hôtel particulier du 16e arrondissement. Un verre de grand cru de Bordeaux à la main. Je contemplais le jardin impeccablement entretenu. La lumière douce des spots éclairait les gouttes de pluie sur les feuilles, les faisant scintiller comme des diamants. Tout dans cette maison, du lustre en cristal baccarat qui dominait le hall d'entrée au tapis perçant sous mes pieds, était le fruit de mon travail acharné des 15 dernières années. Je pensais avoir une vie parfaite. La vie dont rêvent toutes les femmes. Une carrière florissante. Un mari que j'aimais depuis 15 ans. Et un empire solide. Je le pensais. Jusqu'à cette nuit fatidique. Antoine, mon mari, est rentré plus tard que d'habitude. Une odeur d'alcool se mêlait à un parfum féminin, sucré et vulgaire, qui agressa mes narines. Ce n'était pas le terre d'Hermès que je lui achetais toujours. Il m'a souri. Un peu gêné. Expliquant qu'il avait un dîner d'affaires avec un client important. Un contrat crucial pour l'entreprise. Je n'ai rien soupçonné. J'ai simplement froncé les sourcils et lui ai dit d'aller prendre une douche pour se rafraîchir. J'étais habituée aux mondanités du monde des affaires. Je lui faisais confiance. Une confiance bâtie sur 15 ans. Aussi solide que l'entreprise que j'avais créée. Pendant qu'Antoine était sous la douche, son téléphone, posé sur la table basse en verre, a vibré. L'écran s'est allumé. D'ordinaire, je n'aurais jamais songé à vérifier son téléphone. C'était une question de respect élémentaire. Mais quelque chose. Peut-être une intuition féminine. L'odeur de ce parfum étranger. Ou son regard fuyant en entrant. M'a poussé à faire l'impensable. J'ai posé mon verre. Lentement. J'ai pris le téléphone. Mon cœur a commencé à battre de travers en voyant que l'écran n'était pas verrouillé. Et c'est là que je l'ai vu. Un message d'un contact enregistré sous le nom de « Chloé mon amour ». Les mots qui sont apparus à l'écran étaient d'une clarté brutale. Bien rentré mon mari ? Ton odeur me manque déjà. Je ne vais pas pouvoir dormir cette nuit. Mon mari. Ces 2 mots ont été comme un coup de masse en plein crâne.
Mes oreilles bourdonnaient. Ma poitrine était si serrée que je ne pouvais plus respirer. Mon sang se glaça. Le monde s'effondrait sous mes yeux. Mes mains tremblaient tandis que je parcourais l'historique de leur conversation. Des centaines de messages mielleux. Des déclarations d'amour écœurantes. Des photos intimes qu'ils s'envoyaient. Ils s'appelaient mari et femme. Ils se confiaient leurs secrets les plus profonds. Ils se donnaient rendez-vous dans des hôtels de luxe et des escapades en bord de mer. Des endroits où je n'avais même pas eu le temps d'aller avec lui. Mais le plus douloureux. Certains messages avaient été envoyés le jour de notre 10e anniversaire de mariage. Pendant que je préparais un dîner romantique à la maison, il m'avait menti en prétextant un déplacement professionnel urgent en province. Mon univers vola en éclats. 15 ans d'amour. 15 ans de dévouement. Moi qui m'étais battue dans le monde impitoyable des affaires pour qu'il ait la vie qu'il menait. Pour qu'il puisse porter des costumes de grands couturiers et conduire des voitures de sport. Tout cela n'était qu'une vaste blague. L'homme que j'aimais et en qui j'avais le plus confiance venait de me poignarder dans le dos avec la lame la plus aiguisée. La douleur se mua en une rage froide. Je n'ai pas pleuré. Les larmes, à cet instant, étaient un luxe, un signe de faiblesse. J'ai reposé le téléphone sur la table, doucement, comme pour ne rien briser de plus dans cette maison déjà en ruine. Je me suis redressée, et j'ai attendu. La bête en moi venait de se réveiller. Le bruit de l'eau cessa. Antoine sortit de la salle de bain. Une simple serviette nouée autour de la taille. Les cheveux encore humides. Remarquant mon expression, il demanda avec un sourire crispé, « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Élodie. Un problème ? Je ne répondis pas. Je le fixai en silence. Mon regard devait être terrifiant, car son sourire s'effaça. D'un signe de tête, je désignai le téléphone. Votre cliente si importante ? Importante au point de vous appeler mon mari ? Antoine ? Son visage se décomposa. La surprise laissa place à la panique, puis à une froide indifférence qui me glaça le sang. Il n'a pas nié. Il n'a pas cherché d'excuses. Il est simplement allé s'habiller en silence. Son silence était plus cruel que 1000 mensonges. C'était un aveu sans honte. Un défi lancé à ma douleur. La nausée me vint. Cet homme, qui s'était agenouillé pour me demander en mariage, qui avait juré de m'aimer pour toujours, affichait maintenant ce masque d'indifférence alors que son secret était révélé. Qui est cette femme ? Demandai-je. Ma voix rauque et glaciale. Antoine me jeta un regard vide de toute affection. Puisque tu le sais. Pourquoi demander ? Maintenant que c'est fait. Fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire. J'ai éclaté d'un rire sec et sans joie. C'est facile à dire pour toi. Tu manges ma nourriture ? Tu vis dans ma maison ? Tu conduis mes voitures ? Tu utilises mon argent. Et tu prends tout ce que j'ai gagné pour entretenir une autre femme. Et maintenant ? Tu me demandes ce que je veux faire ? Je me suis levée d'un bond. Tremblante de rage. J'avais envie de crier. De tout détruire. De lacérer ce visage hypocrite. Mais non. Je devais garder le contrôle. Je suis Élodie Fontaine, PDG d'un grand groupe immobilier. Je ne pouvais pas me comporter comme une femme hystérique. Ma vengeance devait être à la hauteur de mon statut. Et elle devait lui infliger une douleur 100 fois plus grande que celle que je ressentais. Je pris une profonde inspiration. Donne-moi l'adresse de cette femme. Il fronça les sourcils. Surpris. Pourquoi faire ? Tu ne vas pas aller faire une scène là-bas ? Ne te rends pas ridicule ? Élodie. Ridicule ? Je ris amèrement. La personne qui me couvre de honte ?
C'est toi. Donne-moi l'adresse. Je ne le demanderai pas une troisième fois. La fermeté de ma voix a dû le déstabiliser. Il me donna l'adresse d'un appartement de luxe. Non loin de chez nous. Sans un mot de plus, j'ai attrapé mon sac à main, les clés de la voiture, et je suis sortie comme une tornade. Au volant, j'ai écrasé l'accélérateur dans la nuit. Les larmes que j'avais retenues se mirent enfin à couler. Des larmes brûlantes et amères. Je ne pleurais pas par faiblesse, mais de rage. Rage pour ces 15 années de ma vie offerte au mauvais homme. Je me souvenais de nos débuts. Nous n'avions rien. Nous vivions dans un petit studio. C'est moi qui travaillais jour et nuit. Qui rédigeait des business plans. Qui courait après les investisseurs. À l'époque, Antoine n'était qu'un simple employé. Mais je l'aimais. Je voulais lui offrir une vie meilleure. Et j'avais réussi. Je lui avais tout donné. Pour qu'il me récompense de cette manière. La voiture s'arrêta devant l'immeuble moderne. J'ai repris mes esprits. Essuyé mes larmes. Ravivé mon rouge à lèvres écarlates. Je devais apparaître en reine. En gagnante. Pas en épouse bafouée. J'ai sonné à l'appartement du 5e étage. Quelques secondes plus tard, la porte s'est ouverte. Une jeune femme, d'un accent grave peine 20 ans, est apparue. Elle portait un déshabillé de satin léger. Ses longs cheveux encadraient un joli visage. Mais son regard était fuyant. Moins innocent que ses traits. Chloé. Elle m'a dévisagé de la tête aux pieds, essayant de deviner qui j'étais. Mais quand son regard a croisé le mien, glacial, elle a dû comprendre. Vous. Je n'ai pas répondu. Je suis entrée, balayant la pièce du regard. Des meubles neufs. Des objets de décoration coûteux dont je reconnaissais certaines pièces que j'avais moi-même envisagé d'acheter. J'étais sûre qu'ils provenaient de mon argent. L'odeur de parfum sucré que j'avais sentie sur Antoine flottait dans l'air. Ma colère a de nouveau explosé. Clac. Ma main s'est abattue sur sa joue avec une force inouïe, laissant l'empreinte rouge de mes doigts. J'y ai mis toute ma rage et mon dégoût. Chloé a vacillé, portant la main à sa joue enflée. Le regard rempli de choc et de fureur. Vous osez me frapper? Je ne fais pas que frapper. Ai-je sifflé entre mes dents, m'avançant vers elle. Une femme sans morale comme toi. Qui détruit les familles des autres? Je peux faire bien plus que ça. Je l'ai fixé droit dans les yeux. Tu es jeune. Tu es jolie. Pourquoi choisir un métier aussi méprisable? Tu crois que ta beauté bas de gamme peut acheter une vie de luxe? En volant le mari des autres? Laisse-moi te dire une chose. Ai-je continué? Tout ce qu'Antoine possède, de cet appartement à la voiture qu'il conduit, jusqu'au dernier centime qu'il t'a donné pour t'acheter ses babioles. Tout cela vient de moi. De ma sueur. Et toi? Tu n'es qu'une sangsue qui se nourrit de mon sang. Sors de nos vies. C'est le premier et le dernier avertissement. Sur ces mots, j'ai tourné les talons, la laissant pétrifiée au milieu de son salon. Je ne voulais pas entendre sa réponse. Je ne voulais pas d'une dispute vulgaire. Je voulais simplement qu'elle sache quelle était sa place. Cette guerre, c'est moi qui en fixerai les règles. Je suis rentrée chez moi avec un étrange sentiment de vide. La colère initiale s'était dissipée, ne laissant que la douleur, une blessure profonde qui ne cessait de saigner. L'hôtel particulier, qui avait été ma fierté, le symbole de ma réussite et d'une famille heureuse, me semblait maintenant n'être qu'une cage dorée, froide et pathétique. En entrant dans le salon, j'ai vu Antoine qui m'attendait,
le visage fermé. Cette petite garce avait dû l'appeler en pleurant dès que j'avais franchi sa porte. C'était ridicule. Le voleur jouant le rôle de la victime. Où étais-tu ? A-t-il demandé en se levant brusquement. La voix agressive. Tu es allé voir Chloé. N'est-ce pas ? Qu'est-ce que tu lui as fait ? Je l'ai regardé. Et cet homme m'a semblé être un étranger. Pas un mot sur ce que je ressentais. Pas une excuse. Sa seule préoccupation était de protéger sa maîtresse. Nos 15 années de vie commune ne valaient apparemment pas une seule de ses larmes à elle. Ce que je lui ai fait ? Ai-je répondu avec un sourire méprisant. Tu devrais plutôt lui demander ce qu'elle m'a fait à moi. Ou peut-être veux-tu que je publie les détails de vos messages mielleux et de vos rendez-vous sordides pour que tout le monde soit au courant ? Élodie. Arrête de faire ton cinéma. M'a-t-il hurlé au visage. C'est arrivé. Un point c'est tout. Crier ne changera rien. À part nous couvrir de honte. La honte ? Je me suis approché de lui. Le fixant dans les yeux. Tu connais encore ce mot ? Quand tu me trompais dans mon dos ? Quand tu prenais mon argent pour l'entretenir ? As-tu pensé à ma honte ? Quand tu lui disais que tu l'aimais ? As-tu pensé aux vœux que tu m'avais faits ? Antoine. La personne qui n'a aucune honte ? Ici. C'est toi. Chacun de mes mots était une aiguille perçant son armure d'hypocrisie. Il resta sans voix. Sa colère s'exprimant par un coup de poing violent sur la table. Le verre de vin que j'avais laissé tomba. Le liquide rouge s'étalant comme une flaque de sang. Qu'est-ce que tu veux ? Maintenant ? A-t-il demandé d'une voix étranglée. Le divorce. Ce simple mot. Prononcé doucement. A pesé une tonne. L'atmosphère est devenue irrespirable. Antoine s'est figé. Me regardant avec incrédulité. Il ne pensait pas que je serais capable d'une telle décision. Il était habitué à l'image de l'épouse dévouée. Prête à tout pardonner pour sauver les apparences ? Pour protéger la famille et les affaires. Il s'était trompé. Le divorce, a-t-il répété, avant d'éclater d'un rire fou. Tu dis ça si facilement ? Pour qui te prends-tu pour oser me demander le divorce ? Je suis celle qui t'a donné tout ce que tu as aujourd'hui. Ai-je répliqué. La voix froide et tranchante. Et je serai aussi celle qui te reprendra tout. Souviens-toi bien de ça. Cet hôtel particulier est à mon nom. La voiture que tu conduis est à mon nom. L'entreprise où tu occupes le poste de directeur général délégué. C'est mon entreprise. Les actions que tu possèdes ? C'est moi qui te les ai offertes. Sans moi. Tu n'es rien. Juste un homme les mains vides. Cette vérité cruelle a pulvérisé son ego. Son visage passa du blême au rouge de colère et d'humiliation. Il vivait depuis trop longtemps dans le confort que je lui avais bâti. Au point d'oublier qu'en réalité, il ne possédait rien. Tu oses. Je n'ose pas seulement. Je vais le faire. Ai-je affirmé. Les papiers du divorce seront prêts demain. Tu n'auras qu'à signer. Tous les biens à mon nom. Je les récupère. Quant à ce qui est à toi, tes affaires personnelles, tu peux les prendre. Ah. Mais j'oubliais. Tu n'as rien de personnel. Je lui ai tourné le dos, ne voulant plus voir son visage pathétique. Le vase avait débordé. Notre mariage était mort de l'intérieur, et je n'avais aucune raison de préserver cette coquille vide. Je dormirai dans la chambre d'amis ce soir. À partir de maintenant, il ne reste entre nous que des calculs financiers et juridiques. L'amour est mort, et c'est moi qui vais l'enterrer. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une terrible migraine et le cœur lourd. Je n'avais presque pas dormi.
Les souvenirs de ces 15 dernières années tournaient en boucle dans ma tête. Des jours difficiles aux jours de succès. Des sourires heureux aux serments échangés. Tout n'était plus que cendre. Mais je ne me suis pas permis de flancher. Je me suis maquillée avec soin. J'ai choisi le tailleur le plus impeccable pour dissimuler mes yeux gonflés et ma fatigue. Je devais montrer à tout le monde, et surtout à Antoine, que j'allais bien. Très bien. Même. Comme promis. Mon avocat a apporté les papiers du divorce au bureau en fin de matinée. J'ai relu les termes. La répartition des biens était claire. Je récupérais tout ce qui m'appartenait, l'hôtel particulier, les voitures de luxe, et 95% des parts de l'entreprise. Antoine conserverait les 5% que je lui avais offerts pour notre 5e anniversaire de mariage. Un dernier geste de ma part, ainsi qu'une somme d'argent suffisante pour qu'il puisse vivre confortablement pendant plusieurs années. Je n'étais pas assez cruelle pour le jeter à la rue. Je voulais voir comment il s'en sortirait sans moi pour le soutenir. J'ai fait entrer Antoine dans mon bureau. Il avait le visage défait, les yeux cernés. Il n'avait pas dû dormir non plus. Il a regardé les papiers sur mon bureau avec un mélange de colère, d'impuissance et de défi. Tu le fais vraiment? Élodie? A-t-il demandé d'une voix rauque. Je ne plaisante jamais avec les affaires. Et ceci en est une? Ai-je répondu en faisant glisser les documents vers lui. Lis attentivement. Et signe. Je considère que j'ai été très généreuse. Il a saisi les papiers, la main tremblante. Il a parcouru les clauses. Et en voyant la répartition des biens, son visage s'est encore assombri. Il était si habitué à son statut, à dépenser sans compter. Et maintenant, tout allait lui être retiré. Élodie. Tu ne peux pas faire ça, a-t-il dit en levant vers moi un regard suppliant. Nous avons vécu ensemble pendant 15 ans. Une petite erreur de ma part est-elle si impardonnable? Comment peux-tu être aussi dur? J'ai ri de son impudence. Une erreur? Tu appelles l'infidélité? Le mensonge répété pendant des mois une petite erreur? Antoine? Ne sous-estime pas mon intelligence. Et ne surestime pas ma clémence. Je t'ai donné ta chance. Et tu l'as piétinée. Quant à nos 15 ans de relation, c'est toi qui les as jetés à la poubelle le premier. Ne t'en sers pas maintenant pour mendier de la pitié. Voyant que la douceur ne fonctionnait pas, il a changé de tactique. Il a jeté les papiers sur le bureau. Sa voix pleine de mépris. Très bien. Divorçons. Tu crois que je ne peux pas vivre sans toi? Tu penses être la seule à avoir de l'argent et du pouvoir? On verra bien. Une vieille harpie autoritaire comme toi. Quel homme voudra de toi après moi? Ces mots ont été un nouveau coup de poignard. C'était douloureux. Mais cela m'a ouvert les yeux. À ses yeux, je n'étais donc qu'une vieille femme ennuyeuse. Il avait oublié que cette femme avait sacrifié sa jeunesse pour qu'il ait la vie qu'il menait. Ne t'inquiète pas pour ça, ai-je rétorqué froidement. Ton seul travail maintenant est de signer ces papiers. Si tu ne le fais pas, je t'attaque en justice. Et à ce moment-là, même tes 5% de part risquent de disparaître. Ma menace a porté ses fruits. Il savait que je ne bluffais jamais. Il m'a fusillé du regard un instant, puis a pris un stylo et a signé rageusement, le trait si appuyé qu'il a presque déchiré le papier. Il a jeté le stylo, s'est levé et a dit avec un sourire dédaigneux, « Voilà. À partir de maintenant, nous n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre. Je vais te montrer que je peux très bien vivre sans toi. Et même mieux. Je trouverai quelqu'un qui m'aime vraiment. Quelqu'un de plus jeune et de plus belle. Pas une vieille folle obsédée par l'argent. » Puis il a tourné les talons et a claqué la porte.
Je suis restée assise un moment, fixant sa signature. C'était vraiment terminé. Un chapitre de ma vie venait de se clore. C'était douloureux, mais aussi libérateur. Je me suis dit qu'à partir de maintenant, je vivrais pour moi-même. Je lui prouverais que sans lui, j'étais toujours moi. Toujours la reine de mon propre royaume. Quelques jours plus tard, j'ai appris qu'Antoine et sa maîtresse, Chloé, s'étaient mariés en toute hâte. Sans doute pour me narguer, pour prouver qu'il était encore désirable. Je n'ai pu qu'esquisser un sourire ironique. Un mariage bâti sur la trahison et le mensonge pouvait-il vraiment durer? Cela m'était égal. Mon jeu ne faisait que commencer. Antoine et Chloé ont organisé un petit mariage, avec seulement quelques amis proches. Il n'a pas osé faire une grande cérémonie, probablement par peur des ragots, ou par manque de moyens. J'ai appris ces détails par des connaissances communes, qui me les ont rapportés avec un mélange de pitié et de mépris. Je suis restée silencieuse. Mon esprit était calme. Ce qui m'importait maintenant, ce n'était pas la nouvelle vie de ce traître, mais la consolidation de mon pouvoir au sein de l'entreprise. Antoine, avec sa jeune épouse à son bras, devait penser qu'il commençait une nouvelle vie glorieuse. Il était convaincu qu'avec ses 5% d'actions et ses relations, il pourrait continuer à vivre comme un roi. Il avait prévu d'emménager avec sa nouvelle femme dans l'hôtel particulier du 16e, un endroit qu'il considérait toujours comme sa maison. Il s'était vanté auprès de Chloé de cette demeure, de la vie de luxe qui l'attendait. Il avait dû oublier, ou feindre d'oublier, qui en était la véritable propriétaire. J'avais anticipé son coup. Dès le divorce finalisé, j'avais fait changer toutes les serrures. J'avais parlé clairement à tout le personnel de maison. Ils travaillaient pour moi depuis des années, et leur loyauté m'était acquise. Je leur ai donné des instructions, si Antoine se présentait, il devait ouvrir le portail, mais en aucun cas le laisser entrer dans la maison. Le grand théâtre devait se jouer sur la scène principale. Et ce jour est arrivé. Un après-midi. Alors que j'étais en réunion, la gouvernante m'a appelé. La voix paniquée. Madame Fontaine? Monsieur Antoine est là avec une jeune femme. Et il a aussi amené Madame Dubois. Elle n'a pas l'air bien du tout. Madame. On dirait qu'elle est très malade. Mon cœur s'est serré en entendant le nom de Madame Dubois. Mon ex-belle-mère. C'était une femme simple et gentille, originaire de la campagne. Au début de notre mariage, elle m'avait traitée comme sa propre fille. Mais avec la richesse, elle avait changé. Elle croyait son fils sur parole, pensant que toute notre fortune venait de son génie, et que je n'étais qu'une épouse chanceuse. Elle était devenue critique, me cherchant des noises pour un rien. Malgré tout, au fond de moi, je la respectais encore. Je n'aurais jamais cru qu'Antoine l'impliquerait dans notre guerre. Faites exactement ce que je vous ai dit, ai-je ordonné à la gouvernante d'une voix calme. Laissez-les dans le jardin. Dites-lui que cette maison ne l'accueille plus. Quant à Madame Dubois, apportez-lui de l'eau et une chaise pour qu'elle puisse se reposer. C'est une personne âgée. Bien, madame. En raccrochant, je ne pouvais plus me concentrer. J'ai levé la séance. J'imaginais la scène, Antoine arrivant en conquérant, présentant à sa nouvelle épouse et à sa mère malade leur nouveau foyer, pour découvrir qu'il n'était plus qu'un intrus. Je ne ressentais pas de joie, mais une amertume certaine. Le monde était une farce. J'ai décidé de rentrer. Je voulais assister de mes propres yeux à la première chute d'Antoine. Je voulais qu'il sache que dans ce jeu c'est moi qui contrôlais les règles.
Lorsque ma voiture s'est engagée dans l'allée privée menant à la demeure, je les ai vus de loin. Antoine se disputait avec la gouvernante devant la porte principale. Sa jeune épouse, Chloé, se tenait en retrait, l'air effrayé. Et Madame Dubois, sa mère, était assise sur une chaise au milieu de la pelouse, le visage vide, épuisé. Elle avait vieilli, semblait fragile. Elle avait l'air vraiment très malade. J'ai soupiré. Même si elle avait été dure avec moi, voir une personne âgée dans cet état me touchait. Mais le responsable de cette situation, c'était son fils. Pas moi. Ma berline noire s'est arrêtée en silence dans la cour pavée. Dès que le moteur s'est tu, tous les trois se sont tournés vers moi. Le visage d'Antoine est passé de la colère à la stupeur, puis a affiché une lueur de triomphe, comme s'il pensait que je revenais négocier. Sa jeune femme me regardait avec un mélange de curiosité et de peur. La peur d'un voleur pris en flagrant délit. Seule Madame Dubois restait immobile, son regard perdu dans le vague. Je suis sortie de la voiture. Le claquement de mes talons sur les pavés résonnait. Vêtue d'un tailleur blanc impeccable, les cheveux relevés en un chignon strict, j'affichais une expression neutre. J'ai ignoré Antoine et me suis dirigée directement vers sa mère. « Belle maman » ai-je dit. Ma voix polie mais sans chaleur. « Vous êtes malade ? Pourquoi ne pas vous reposer à la maison ? Pourquoi sortir par ce temps ? » Madame Dubois s'est tournée lentement vers moi. Ses lèvres ont bougé. Mais aucun son n'est sorti. Une moitié de son corps, du bras à la jambe, semblait paralysée. J'ai compris alors qu'elle avait eu une attaque. Élodie. Tu es rentrée. Antoine s'est précipité vers moi, feignant une familiarité déplacée. Maman n'est pas bien. Alors je l'ai amenée ici pour qu'on s'occupe d'elle. Après tout, c'est aussi sa maison. Je me suis retournée pour lui faire face. Le regard glacial. Sa maison ? Antoine ? As-tu des problèmes de mémoire ? Ou les papiers du divorce que tu as signés n'étaient pas assez clairs ? Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Cette maison, ce terrain, chaque brique et chaque brin d'herbe sont à mon nom. Élodie Fontaine. Ce n'a jamais été et ce ne sera jamais la maison de ta mère. Ni la tienne. Mes paroles l'ont frappé comme une gifle. Son sourire s'est figé. Derrière lui, sa jeune épouse a commencé à s'agiter. Qu'est-ce que tu veux dire ? A-t-il sifflé. J'ai des parts dans l'entreprise. J'ai aussi contribué à bâtir cet endroit. Des parts ? J'ai eu un rire méprisant. Les 5% que je t'ai laissés sont un geste de bienveillance. Quant à ta contribution, je t'ai récompensé avec un poste de direction, un salaire exorbitant et la vie de luxe dont tu as profité pendant des années. Ne te fais pas d'illusions. Antoine. Toi et moi. Depuis le divorce, nous ne sommes plus rien l'un pour l'autre. Cette maison ne t'accueille pas. Je me suis tournée vers la gouvernante. Marie. Veuillez aider monsieur à rassembler ses affaires. Ah. Non. Il n'a rien ici. Alors. Veuillez raccompagner mes invités à la sortie. S'il vous plaît. Élodie. Tu oses ? A hurlé Antoine, le visage rouge de rage et d'humiliation. Non seulement j'ose. Mais c'est déjà fait. Ai-je répondu sans ciller. Et toi ? Je me suis tournée vers Chloé. Puisque tu as choisi cet homme, prépare-toi à le suivre. Mais pas ici. Ton rêve de devenir la châtelaine de cette demeure est terminé. Chloé a paniqué. Elle regardait alternativement Antoine et moi,
Puis son regard s'est posé sur Madame Dubois. Immobile sur sa chaise. L'image d'une belle-mère paralysée dont elle devrait s'occuper. Dans un lieu qui ne serait pas cet hôtel particulier, a dû lui apparaître crûment. Son expression est passée de la peur au dégoût. Antoine ? A-t-elle dit d'une voix tremblante. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu m'avais dit que cette maison était à toi. Antoine bafouilla. Incapable de répondre. Chloé n'a pas attendu. Elle a reculé, secouant la tête. Non. C'est impossible. Je ne peux pas vivre comme ça. Sur ces mots, elle a tourné les talons et s'est enfuie vers le portail, sans même un regard en arrière. Elle laissait Antoine seul, avec sa mère malade. Son rêve d'une vie facile de femme de millionnaire venait de s'envoler. Antoine, stupéfait, a regardé Chloé disparaître, puis s'est retourné vers moi. Le regard rempli de haine et de désespoir. Il avait tout perdu en un seul après-midi, sa nouvelle femme et la maison qu'il croyait sienne. Tu vois. Maintenant ? Ai-je dit d'une voix sans émotion. Voilà la femme que tu as choisie. Celle pour qui tu m'as trahi. Maintenant ? Prends ta mère et pars. Ne m'oblige pas à appeler la sécurité. J'ai tourné le dos et suis rentré, claquant la lourde porte en chaîne derrière moi. Abandonnant Antoine et sa mère à leur désespoir. Le premier acte était terminé. Antoine avait perdu sa maison. Il allait bientôt perdre bien plus encore. Le lendemain, le ciel de Paris était aussi sombre que l'âme d'Antoine. Il venait de passer la pire nuit de sa vie. Chassé de l'hôtel particulier, il ne savait où emmener sa mère. Il n'avait que très peu d'argent sur lui. Toutes ses cartes de crédit ayant été bloquées par mes soins. Il avait dû se résoudre à prendre une chambre dans un hôtel sordide de banlieue. Madame Dubois, après ce choc émotionnel, a vu son état empirer. Elle refusait de manger, restant allongée. Des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Antoine la regardait avec un mélange de pitié, de colère et de désespoir. Mais son arrogance et sa confiance mal placée n'étaient pas encore anéanties. Il pensait encore qu'avec ses 5% d'actions et son titre de directeur général délégué, il pouvait rebondir. Il irait à l'entreprise, utiliserait sa position pour débloquer des fonds, trouver un meilleur endroit pour sa mère, et ensuite, il se vengerait. Tel était son plan. Tôt le matin, il a pris un taxi pour le siège de l'entreprise à La Défense. Il portait toujours le même costume de la veille, froissé et imprégné de l'odeur de tabac froid de l'hôtel. Il est sorti de la voiture, la tête haute, essayant de conserver une allure de dirigeant. Mais à peine arrivé devant l'entrée, 2 agents de sécurité l'ont intercepté. Désolé, monsieur. Vous ne pouvez pas entrer. Antoine s'est arrêté net, puis a explosé de colère. Vous êtes aveugle ou quoi ? Je suis Antoine Dubois, le directeur général délégué. Laissez-moi passer. Nous avons reçu des ordres de la présidente, a répondu l'autre agent d'un ton glacial. À compter d'aujourd'hui, vous ne faites plus partie du personnel. Vous n'êtes pas autorisé à entrer. Quoi ? Antoine n'en croyait pas ses oreilles. C'est impossible. Élodie ne peut pas faire ça. J'ai des parts dans cette société. Il a tenté de forcer le passage, mais les 2 agents l'ont repoussé sans effort. Des employés qui passaient l'ont reconnu. Ils se sont arrêtés pour chuchoter, le regardant avec un mélange de curiosité et de pitié. L'humiliation était totale. Antoine, autrefois si puissant, se voyait refuser l'accès comme un mendiant. Soudain, sur l'immense écran LED du hall,
Un document officiel, portant mon sceau, est apparu. Note DE Service, révocation de fonction et suspension de statut d'actionnaire. Conformément au statut de la société, au contrat de travail et à la charte éthique. Article 1. Monsieur Antoine Dubois est révoqué de ses fonctions de directeur général délégué à compter de ce jour, pour manquement grave à l'éthique personnelle ayant porté atteinte à la réputation de l'entreprise. Article 2. Il est procédé au gel conservatoire de ses actifs et de ses 5% d'actions au sein de la société, dans l'attente d'une évaluation des préjudices causés. Tous les droits et dividendes associés sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Article 3. La présente décision est à effet immédiat. La présidente directrice générale. Signée, Élodie Fontaine. Chaque mot s'affichait clair et net, comme une lame plantée dans le cœur d'Antoine. Il resta figé, les yeux écarquillés, fixant l'écran. Licencié. Actif gelé. Même ses dernières actions. Je ne lui avais laissé aucune issue. J'avais tout repris. Élodie. Espèce de monstre. A-t-il hurlé? Désespéré. Il s'est débattu. Mais les agents de sécurité l'ont maîtrisé et l'ont traîné hors du hall, sous le regard de tous les employés. Il fut jeté sur le parvis comme un déchet. Il s'est effondré sur le sol, les cheveux en désordre, les vêtements déchirés. Les gens passaient, indifférents à cet homme brisé. Il avait tout perdu. Sa femme, sa maison, son travail, son honneur. En seulement 2 jours, il était passé du sommet au plus profond des abîmes. Il a levé les yeux vers la tour de verre où, tout en haut, je me trouvais. Dans son regard, il n'y avait plus que la haine et une terreur absolue. Il savait, maintenant, que sa vie était bel et bien terminée. Chassé de l'entreprise, Antoine errait dans les rues comme un fantôme. Il n'avait nulle part où aller, plus un sou en poche. Dans son désespoir, il pensa aux seules personnes qui lui restaient, ses 2 sœurs aînées, Sophie et Isabelle. Elles vivaient toutes 2 confortablement en banlieue parisienne. À l'époque de sa gloire, elles venaient souvent nous voir, pleines de flatteries. Elles avaient largement profité de la générosité de leur frère et de la mienne. Antoine se disait qu'elle ne l'abandonnerait pas. Il réussit à recharger brièvement son téléphone et appela Sophie, l'aînée. Allô? Antoine? La voix de sa sœur était enjouée. Ça fait longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Sophie. La voix d'Antoine était brisée. J'ai des problèmes. Élodie et moi. On a divorcé. Elle m'a mis à la porte. De la maison et de l'entreprise. Je n'ai plus rien. Et maman est très malade. Elle a fait une attaque. Elle est avec moi dans un hôtel miteux. Il raconta tout, espérant un peu de compassion. Mais la réponse fut un long silence, suivi d'une voix devenue glaciale. Ah. Eh bien. Ce sont vos histoires de couple. Débrouillez-vous. Pourquoi tu m'appelles? Je t'avais prévenu d'être plus prudent? De ne pas la pousser à bout. Et voilà le résultat. Mais Sophie. Antoine était abasourdi. Maman est très malade. Je n'ai pas d'argent. Est-ce que tu peux nous héberger? Juste quelques jours? T'héberger? Hurla-t-elle. Tu es fou ou quoi? Ma maison est déjà trop petite pour ma famille. Tu crois que j'ai de la place pour toi et une vieille femme malade? Tu as causé tes propres problèmes. Assume-les. Ne viens pas m'entraîner là-dedans. Et elle raccrocha. Antoine resta figé. Il n'arrivait pas à croire que sa propre sœur puisse être aussi cruelle.
Il tenta sa chance avec Isabelle. Le résultat fut le même. Mon Dieu! Antoine? Tu ne vas pas venir nous créer des ennuis? S'écria-t-elle. Tu sais que mon mari travaille avec une filiale de l'entreprise d'Élodie? S'il apprend ça, il risque de perdre son travail. Débrouille-toi tout seul. Ne viens pas nous compliquer la vie. Mais maman, c'est notre mère, cria-t-il. Désespéré. Maman? Rétorqua Isabelle. Quand tout allait bien pour toi, tu l'as prise chez toi dans ton luxe, sans jamais penser à nous. Maintenant que tu es dans le pétrin, tu te souviens que c'est notre mère? Tu l'as prise en charge? C'est ta responsabilité, pas la mienne. La ligne a été coupée. Antoine laissa tomber son téléphone. Son monde s'était définitivement effondré. Même sa propre famille lui tournait le dos. Il l'avait courtisé pour son argent et son pouvoir. Et maintenant qu'il n'avait plus rien, il le rejetait comme un paria. Cette vérité était plus douloureuse encore que la perte de sa fortune. Il était seul. Vraiment seul. Il ne lui restait que sa mère, âgée et malade, qui l'attendait dans cet hôtel sordide. Une seule idée lui vint, la vieille maison de famille. En Normandie. C'était son seul refuge. Même si ce n'était qu'une masure délabrée. C'était sa maison. Acculé, Antoine dut vendre sa montre Rolex. Le dernier objet de valeur qu'il possédait. Un cadeau que je lui avais fait. Cette montre, autrefois sa fierté, fut bradée contre quelques billets pour payer 2 places de bus et quelques menues dépenses. Le voyage fut un calvaire. Antoine, qui n'avait jamais eu à s'occuper de personne, devait maintenant porter sa mère paralysée, la nourrir. Dans un bus bondé et étouffant. L'humiliation le rongeait. La maison familiale, abandonnée depuis des années, les accueillit avec son odeur de moisi et ses toiles d'araignée. Il installa sa mère sur le seul lit délabré. En voyant l'état des lieux, Madame Dubois se remit à pleurer. Du luxe de Paris à cette misère? Le choc était trop grand. Antoine se mit au travail, nettoyant maladroitement la saleté accumulée. Il dut apprendre à faire un feu pour cuisiner. La fumée lui piquant les yeux. Le premier repas fut une bouillie insipide. La nuit, le froid s'infiltra dans la maison. Il n'y avait pas assez de couverture. Il dut utiliser sa veste de costume pour couvrir sa mère. Allongé sur une paillasse, il ne put dormir, pensant à sa vie passée et à moi. Sa haine grandissait, m'accusant de tous ses maux, sans jamais voir sa propre responsabilité. Les jours suivants furent un cauchemar sans fin. La vie à la campagne était rude. Il devait tout faire, les courses, la cuisine, la lessive, et surtout, s'occuper de sa mère. Changer et laver une personne paralysée était pour lui une torture physique et morale. L'état de santé de Madame Dubois se dégradait de jour en jour, faute de soins et de médicaments. Antoine chercha du travail, mais personne ne voulait d'un citadin aux mains lisses. Son orgueil d'ancien dirigeant l'empêchait d'accepter des travaux pénibles. L'argent de la montre s'épuisait. L'avenir semblait aussi noir que les nuits dans cette maison délabrée. Le temps s'écoulait lentement, dans la misère et le désespoir. Plus d'1 mois avait passé. Antoine n'était plus que l'ombre de lui-même. Maigre. Le visage creusé. La barbe hirsute. Il n'arrivait à garder aucun travail. Son corps et son esprit n'étant pas habitués à la dureté du labeur. Pendant ce temps, à Paris, je me plongeais dans le travail pour oublier la douleur de la trahison. Mais parfois, dans le silence de mon grand appartement,
Je me demandais ce qu'ils étaient devenus. Une lueur de pitié me traversait parfois, vite remplacée par une froide logique. C'était le prix qu'ils devaient payer. Un soir, mon téléphone sonna. Un numéro inconnu. J'hésitai. Puis décroché. Allô ? Une voix rauque et faible me répondit. Je ne la reconnus pas tout de suite. C'est maman. Élodie. Mon cœur rata un battement. Madame Dubois. Sa voix était à peine audible. Belle maman ? Je te demande pardon ? Ma fille. Dit-elle entre deux quintes de tout. J'ai eu tort. J'ai mal élevé mon fils. Je l'ai laissé te faire du mal. Je restai silencieuse, stupéfaite. Je crois que je ne vais pas m'en sortir, continua-t-elle, sa voix pleine de désespoir. Avant de mourir, j'aimerais te demander une chose. Peux-tu venir me voir une dernière fois ? Je voudrais te voir. Pour te demander pardon en face. Des larmes se mirent à couler sur mes joues. Malgré tout le mal qu'elle m'avait fait. Entendre le repentir d'une mourante brisa ma carapace de glace. Je me souvins qu'au début, elle m'avait aimée comme sa propre fille. Ne dites pas ça. Belle maman. Vous devez vous soigner. Il est trop tard. Ma fille. Promets-moi que tu viendras. Je t'en supplie. Je le promets. Je viendrai. Ai-je répondu sans hésiter. Après avoir raccroché, je suis restée effondrée sur le canapé. J'avais pris ma décision. J'irai. Non pas pour Antoine, mais pour la dernière volonté d'une vieille femme. Sans savoir que ce voyage allait déclencher une nouvelle tragédie. Née de l'avidité et de l'ingratitude de ses propres enfants. Pendant que je préparais mon départ pour le week-end, une nouvelle capitale se répandait dans le village d'Antoine. Une filiale de mon groupe venait d'annoncer un projet de développement majeur. Et les terrains du village, y compris celui de la maison familiale d'Antoine, devaient être expropriés. La compensation financière proposée par l'entreprise était substantielle, plusieurs centaines de milliers d'euros. Cette nouvelle parvint rapidement aux oreilles de Sophie et Isabelle. Les deux sœurs qui avaient froidement rejeté leur frère et leur mère virent leurs yeux s'illuminer. Plusieurs centaines de milliers d'euros. Une somme qu'elles ne pourraient jamais gagner. La cupidité effaça tout le reste. 2 jours plus tard, Sophie et Isabelle débarquèrent à la maison familiale. Les bras chargés de cadeaux, paniers garnis, vêtements neufs, douceur. Leur sourire était aussi large que leur hypocrisie. Maman, on est revenu te voir, s'exclama Sophie en se précipitant au chevet de sa mère. Oh. Mais pourquoi Antoine ne nous a pas dit que tu étais si malade ? On s'est fait un sang d'encre. Isabelle enchaîna, oui. Maman. Il est incorrigible. On t'a apporté plein de bonnes choses pour que tu reprennes des forces. Madame Dubois et Antoine étaient stupéfaits. La vieille dame, heureuse de revoir ses filles, crut à leur sincérité. Antoine, bien que méfiant, était trop épuisé pour réfléchir. Il était juste soulagé d'avoir de l'aide. Les deux sœurs jouèrent leur rôle à la perfection pendant quelques jours, nettoyage, bons petits plats, soins attentionnés. Elles redonnèrent un semblant de vie à la maison et à leur mère. Puis, elles passèrent à l'attaque. Un jour, alors qu'elles étaient seules avec leur mère, Sophie aborda le sujet. Maman, on a entendu dire que le terrain allait être racheté. La somme est énorme, paraît-il. Madame Dubois hocha faiblement la tête. Isabelle prit le relais. Maman, avec ton état,
Et Antoine qui n'est pas très doué pour les affaires. Si tu nous signais une procuration? On pourrait gérer l'argent pour toi. On paierait tes soins dans une bonne clinique. Et on mettrait le reste de côté pour l'avenir d'Antoine. Qu'en penses-tu? Elle lui peignirent un avenir idyllique. Un plan parfait pour s'emparer de tout l'argent. La vieille dame, affaiblie et touchée par leur soudaine sollicitude, était sur le point de céder, sans se douter qu'elle était sur le point d'être spoliée par son propre sang. Le week-end venu, je suis arrivée au village. Alors que je me garais devant la masure, j'ai vu par la porte entr'ouverte une scène qui me glaça le sang. Sophie et Isabelle entouraient le lit de leur mère. Sur une table, un tas de papiers et un encreur. Sophie tenait la main de sa mère, essayant de forcer son pouce sur l'encreur. Allez, maman. Juste une petite signature ici. Dès que c'est fait, on aura l'argent pour t'emmener à l'hôpital et te guérir. Madame Dubois semblait confuse, trop faible pour résister. Antoine se tenait dans un coin, l'air coupable mais silencieux. Arrêtez immédiatement. Ma voix, calme mais ferme, les fit sursauter. Ils se tournèrent, pétrifiés en me voyant. La panique se peignit sur les visages de Sophie et Isabelle. Hello. Élodie. Bégaya Sophie. Qu'est-ce que tu fais ici? Si je n'étais pas venue, vous auriez réussi à escroquer votre mère et à partir avec l'argent de l'expropriation? N'est-ce pas? Dis-je en entrant. Votre piété filiale a un prix? Apparemment. Elle ne se manifeste qu'à l'odeur de l'argent. Mais non. Ce n'est pas ça. On voulait juste aider maman. Tenta de se défendre Isabelle. Aider maman? Je pris les papiers. C'était une procuration leur donnant tous les pouvoirs sur l'argent. Aider maman? C'est forcer une vieille femme malade à signer des documents qu'elle ne comprend pas? C'est prévoir de lui voler son dernier bien et de la laisser mourir ici? Je jetai les papiers au sol. Laissez-moi vous annoncer une bonne nouvelle. Ce projet de développement, c'est une filiale de mon groupe qui le mène. Et la politique de compensation, c'est moi qui la décide. Le choc sur leur visage fut total. Par conséquent, continuai-je d'un ton tranchant, l'argent de ce terrain ne sera versé à aucun d'entre vous. Je vais le placer dans une fiducie au nom de Madame Dubois. Il ne servira qu'à une seule chose, payer ses frais médicaux, ses médicaments, et le personnel soignant qualifié pour qu'elle ait la meilleure fin de vie possible. Chaque dépense sera contrôlée par mon avocat. Le plan des deux sœurs s'effondra. Leurs visages passèrent de la pâleur à la fureur. Tu n'as pas le droit, cria Sophie. C'est notre argent. Tu n'es qu'une étrangère. Une étrangère? Je la fixai. Quand vous avez abandonné votre mère? C'est cette étrangère qui a promis de venir la voir. Quand vous la voliez? C'est cette étrangère qui est intervenue. Comparée à vous, ses propres filles, je crois que j'ai plus de droits qu'il n'en faut. Ma décision est finale. Si vous n'êtes pas contente, vous pouvez toujours m'attaquer en justice. Sachant la partie perdue, Sophie et Isabelle me lancèrent des regards assassins avant de quitter la pièce. Leur rêve de richesse s'était évaporé. Après mon départ, la comédie prit fin. La colère et la rancœur remplacèrent la fausse gentillesse. Tu vois, c'est de ta faute, hurla Sophie à sa mère. Si tu ne l'avais pas appelé, tout serait réglé. Maintenant, on n'a plus rien. Oui, ajouta Isabelle. Tout ce mal qu'on s'est donné pour rien. On se fait humilier et en plus on perd l'argent. Madame Dubois écoutait, le cœur brisé, tremblant de tout son corps.
Antoine tenta de les calmer. Mais elles se retournèrent contre lui. Et toi? L'incapable! Cracha Sophie. Tu n'as même pas été capable de garder ta femme riche. Tu as tout gâché et maintenant tu nous entraînes dans ta chute. La dispute s'acheva par le départ fracassant des deux sœurs. Non sans avoir lancé une dernière phrase cruelle, débrouillez-vous entre vous. N'espérez plus jamais nous revoir. Elles partirent, laissant derrière elles un silence de mort et les paniers garnis. Témoins de leur fausse dévotion. Madame Dubois ferma les yeux. Son cœur en miettes. Antoine s'effondra dans un coin, pleurant en silence. Il avait tout perdu et venait de causer la plus grande douleur à sa propre mère. La froideur revint s'installer dans la maison, plus cruelle et plus douloureuse que jamais. Les jours passèrent dans un silence de mort. Madame Dubois ne parlait presque plus. Le choc de l'abandon de ses filles l'avait anéantie. Elle cessa de s'alimenter et son état se dégrada à une vitesse fulgurante. Antoine, rongé par la culpabilité, sombra dans l'alcool. Il se mit à boire du matin au soir pour oublier. Ivre, il maudissait le destin, me maudissait, maudissait ses sœurs. Il négligea sa mère, les soins devenant une corvée insupportable. Puis l'hiver arriva. Glacial. Un matin, Antoine quitta la maison, prétextant chercher du travail mais allant en réalité dans un bar. Il laissa sa mère seule avec une carafe d'eau et un morceau de pain sec. Prise d'une soif terrible, Madame Dubois tenta d'attraper la carafe. Mais son bras paralysé la trahit et elle tomba lourdement du lit sur le sol glacial. À l'aide, murmura-t-elle. Mais sa voix fut emportée par le vent. Elle resta là. Impuissante. Le froid envahissant son corps fragile. La vie la quittait doucement. Dans un dernier souffle, elle ferma les yeux, partant seule, dans le froid, abandonnée de tous. Antoine ne rentra que tard dans la nuit. Ivre mort. Il s'écroula sur sa paillasse sans même remarquer le lit vide. Ce n'est que le lendemain matin, dégrisé, qu'il la découvrit. Le corps de sa mère, gisant sous le lit, froid et rigide. Maman! Maman! Hurla-t-il, se précipitant pour la serrer dans ses bras. Mais il était trop tard. Il s'effondra, ses sanglots déchirant le silence de la maison. Il pouvait pleurer toutes les larmes de son corps. Il ne la ramènerait pas. La mort de sa mère fut le point final de sa déchéance. J'ai appris la nouvelle par le maire du village. Mon cœur s'est serré. Je n'y suis pas retourné. Mais je ne pouvais pas la laisser partir ainsi. J'ai demandé à mon avocat d'utiliser les fonds de la fiducie pour lui organiser des funérailles dignes. Un beau cercueil. Une cérémonie. Un repas pour les villageois. C'était ma dernière façon de lui dire adieu. Antoine, brisé, assista à tout comme un automate. Il appela ses sœurs. La réponse fut glaciale. Elle est morte? Eh bien, enterre-la. On n'a pas d'argent pour venir. Elles ne sont jamais venues. Même le jour de la crémation, les filles que Madame Dubois avait tant aimées étaient absentes. Leur ingratitude choqua tout le village. Les funérailles furent étranges. Grandioses, mais sans chaleur familiale. Il n'y avait qu'Antoine, titubant près du bûcher, le visage vide. Après la cérémonie, il se retrouva seul dans la maison vide. Il n'avait plus personne. Sa dernière attache au monde venait de se rompre. Cette nuit-là, les villageois entendirent ses hurlements de douleur. Il pleurait sa mère et sa propre vie détruite. Après les funérailles, Antoine s'est effondré.
Il a vendu le peu qui restait et est retourné à Paris. Mais Paris n'avait plus de place pour lui. Sans argent, sans travail, sans famille. Il est devenu un sans-abri. Il vivait dans les parcs, sous les ponts. Son apparence se dégradait chaque jour. Il était méconnaissable. Le peu d'argent qu'il mendiait partait en alcool. L'alcool était son seul compagnon. Le seul remède à sa douleur et à sa culpabilité. Ivre. Il marmonnait mon nom avec haine. Dessoulé. Il pleurait en appelant sa mère. Son esprit a fini par lâcher. Il parlait seul. Riait. Pleurait sans raison. Il avait tout perdu, sa famille, sa carrière, son honneur, et finalement, sa raison. Pendant ce temps, le karma rattrapait ses sœurs. L'histoire de leur cruauté s'était répandue. Personne ne veut d'employés dont l'immoralité est si publiquement connue. Elles furent toutes les deux licenciées. Le mari d'Isabelle, craignant pour sa propre carrière, la quitta. D'une vie confortable, elles tombèrent dans la précarité, obligées de faire des petits boulots pour survivre, se rejetant la faute l'une sur l'autre. À l'opposé de leur chute, mon entreprise prospérait. Libérée du poids de ce mariage, j'ai consacré toute mon énergie à mon travail. Mon groupe est devenu un leader national. Mon nom un symbole de réussite au féminin. Des hommes sont entrés dans ma vie. Mais j'ai repoussé toutes les avances. La blessure laissée par Antoine était trop profonde. J'ai trouvé le bonheur dans mon travail, dans mon indépendance. Pourtant, parfois, seul dans mon immense demeure, je ressentais une profonde solitude. J'avais tout, sauf une famille. Je n'ai jamais regretté mes décisions. Mais le prix du succès est parfois la solitude. Un après-midi pluvieux, ma voiture s'est arrêtée à un feu rouge. Et c'est là que je l'ai vu. Recroquevillé sous un auvent, un sans-abri tremblait de froid. Une bouteille vide à ses côtés. C'était lui. Antoine. Mon cœur s'est serré. L'homme qui avait été mon mari était devenu cette épave. Nous étions si proches. Séparés seulement par une vitre. Et pourtant dans deux mondes différents. Je ne suis pas sortie. Je ne lui ai rien donné. Je l'ai juste regardé en silence. À cet instant, tout ce que j'avais ressenti pour lui, l'amour, la douleur, la haine s'est évanoui. Il ne restait qu'un vide calme. Le feu est passé au vert. La voiture a démarré, laissant son image se dissoudre sous la pluie. Je ne me suis pas retournée. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de lui, ni de ses sœurs. Le destin avait réglé ses comptes. Le karma n'oublie personne. J'ai soupiré doucement, regardant la route devant moi. Mon chemin était encore long. Et je le parcourais seul. En reine. Une reine? Peut-être. Une reine solitaire? Mais qui ne tomberait jamais.